bienvenue dans cette nouvelle émission Déployez vos ailes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, la joie et la pétillance et la lumière de recevoir Pascaline Plantec, Felon Plantec, tu m'as dit. Bonjour Pascaline. Bonjour Karine, merci à toi en tout cas. En tout cas, moi je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle chaîne à YouTube qui évolue petit à petit depuis un mois et demi. Vos ailes. Voilà, on déploie vos ailes, on déploie ses ailes. Et alors toi, Pascaline, aujourd'hui, tu es présidente de l'association Cœur de Cristal avec tes sœurs, hein, on est d'accord, pour famille et parents endeuillés. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ton parcours terrestre et spirituel. Comment tu en es arrivée là, justement ? Alors, comment j'en suis arrivée là ? Déjà, j'ai perdu Mathéo, mon fils aîné. Donc, voilà, j'ai 2 enfants, j'ai Rose et Mathéo. Oui. Et Mathéo nous a quittés le 4 janvier 2020. Et tout de suite, il s'est passé des choses en moi. J'ai pas essayé de comprendre ce qui se passait parce que pour moi, ce que je vivais, c'était vrai, en fait. Donc, j'avais pas besoin de réponse. Je sentais que ce qui se passait, c'était vrai. Et un jour, en fait, j'ai rencontré un médium lors d'une conférence à Biscarrosse, puisque j'avais l'habitude d'aller à des regroupements de parents endeuillés, dans l'association Les Mamans Lumineuses et les Papas aussi. Et là, un médium m'a parlé, en fait, de l'ancienne présidente de Cœur de Cristal, que je ne connaissais pas, en fait. D'accord. Et il m'a dit, la prochaine présidente, puisqu'elle souhaite lâcher cette association-là, ce sera toi. Alors moi, ce que je veux savoir de toi, ce que je veux connaître de ta famille, de toi, de ton mari, mais même de ta fille, parce que t'as un enfant céleste et un enfant terrestre. Donc l'enfant céleste, c'est Mathéo. L'enfant terrestre, c'est Rose. Quelle est ta vie avant ? Est-ce que tu avais une ouverture sur la spiritualité ? Ou alors pas du tout, pas du tout. Voilà, c'est. Alors, j'ai identifié ça effectivement au départ de Mathéo, mais je me rends compte que quand j'étais petite, en fait, j'étais une petite fille assez effacée, en fait, mais au fond de moi, en fait, il y avait une force en moi, et c'est comme si, en fait, il y avait une deuxième Pascaline, à qui je parlais dans mon cœur, en fait. C'est-à-dire que les choses que je n'arrivais pas à faire avec moi, Pascaline petite, à l'intérieur de moi, je les faisais. D'accord. Et j'ai aussi également une sœur jumelle, et je pense que Marie. Et je pense que la gémellité fait que il y a un truc, et je pense qu'il y a pas mal de choses à développer par rapport à la gémellité. Et Marie-Vonique, elle, en fait, depuis toute petite, elle voyait des choses dans notre chambre. D'accord. Et elle me le disait, et j'avais pas peur, en fait. Donc il y avait une connexion depuis toute petite avec l'au-delà, avec la source, en fait. Oui, complètement. D'accord. Complètement. Et la mort chez nous n'était pas tabou, en fait. C'est quelque chose qui ne nous faisait pas peur. On en parlait de façon complètement dédramatique. Oui, anodine, dédramatique et tout ça. Pour nous, en fait, je vais dire un truc, mais en fait, la mort faisait partie de la vie, en fait. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents dans la vie, si je peux me permettre ? Les parents, ils étaient commerçants, ils avaient un magasin de vélo. Ouais. Et puis, maman, en fait, enseignait le catéchisme à la maison. Ouais. Et on allait à la messe tous les samedis soirs. Ouais. Et c'était des moments, en fait, où on était à l'église et à chaque fois, on avait des fous rires parce qu'on allait à la messe, mais c'était aussi un moment où on rigolait. Et quand on revenait, en fait, je me rappelle que maman, elle s'est acheté un piano électrique et elle se mettait au piano et on refaisait les chants de la messe avec mon père qui n'avait pas pu à la messe parce qu'il y avait le magasin. Ouais. Et on se marrait. Après, Champs-Élysées arrivait. Enfin, c'était vraiment un moment, mais en fin de compte, des bons souvenirs de partage, en fait. Ouais. Et toi, tu as fait ton catéchisme, tu as fait tes communions ? Ouais, j'ai été baptisée, j'ai fait ma communion, j'ai fait ma confirmation. Et par contre, j'ai pas voulu me marier à l'église parce que pour moi, en fait, j'ai un côté hyper carré aussi. Et je me disais, si j'ai des enfants, peut-être qu'ils seront pas baptisés parce que je leur demanderai à eux s'ils souhaitent être baptisés. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, j'étais dit, je vais pas passer à l'église parce que pour moi, ça faisait partie d'un cheminement comme ça. Mais je faisais des petites prières. Alors, je sais pas si à l'époque c'était des petites prières dans mon cœur, mais en tout cas, j'avais toujours. En fait, le soir, avant de m'endormir, je me remémorais ma journée et je remerciais la journée, en fait. Voilà. T'étais déjà dans la gratitude. Ouais. Et si la journée s'était mal passée,
j'essayais avant de m'endormir de ne pas rester sur ce côté négatif et je me refaisais ma journée avec cette petite fille intérieure qu'il y avait en moi. Tu vois cette force. Ouais, voilà. Donc déjà, tu avais cette connexion avec la source, on est d'accord, toute petite déjà, tu avais cette connexion. Et donc, tu dis que tu as une sœur jumelle, tu as d'autres frères et sœurs? Ouais, j'ai une sœur aînée, donc Christine, qui habite à Nîmes maintenant, et Soise, qui est du côté de Morlaix. Mais on a eu aussi dans notre fratrie 2 frères qui n'ont pas été incarnés en fait. D'accord. Et c'est vrai que le départ de Mathéo a permis de les remettre à leur place de vivant. Et parce que moi, quand Mathéo est parti, j'ai dit je veux pas de censure autour de la mort de Mathéo. Je souhaite parler de lui. Je souhaite que vous me parliez de lui. C'est important. Et du coup, c'est vrai que ça a libéré la parole sur ces 2 frères qui sont arrivés entre Christine et Soise. Ouais. Et ça a permis à mon père de parler d'eux, parce qu'en fait, maman a fait une fausse couche à presque 7 mois de grossesse, et c'est papa qui a dû s'occuper des corps, en fait, à l'époque. Et il nous a appris, à un moment donné, que il les avait baptisés, en fait, en les enterrant. Ouais. Et il s'appelait Pierre et Jean. Bon. Alors, ça aurait pu être Jean-Pierre, c'était moins sympa, mais c'était Pierre et Jean. Et ça, en fait, c'est... Voilà. En fait, le départ de Mathéo a permis de remettre à leur place de vivant certaines personnes qui étaient parties. Et je peux t'assurer qu'il y a eu beaucoup d'enfants jeunes qui sont partis. Donc, c'était une espèce de répétition. Et moi, dans mon truc, je me suis dit, il y a une information qui m'arrivait assez rapidement, c'est si tu veux pas que ça se répète, il faut parler du départ de Mathéo. Voilà. Il faut parler de son départ. D'accord. Donc, on part bien, dans ta famille, il y a quand même un côté spirituel, il y a quand même un côté mystique, il y a quand même un côté, un rapport avec la mort. Voilà. Mais mystique ne fait pas peur. Mystique, voilà. Ouais. J'insiste dessus, en fait. Voilà, il y a quand même un rapport avec la mort. Alors, si on veut, pour les auditeurs et les auditrices qui vont nous écouter, et surtout les parents endeuillés, qui ont perdu des enfants récents ou pas récents, est-ce que peux-tu, sans vouloir être dans le pathos ou te déranger, parce que je sais que c'est déchirant, est-ce que tu peux nous parler justement, parce que tu m'as envoyé un très beau texte cette nuit ou même hier soir, j'étais avec mes enfants, donc je t'ai mis un cœur, je l'ai lu ce matin. Est-ce que tu peux me lire justement ce départ de Mathéo, comment ça s'est passé, si c'est pas trop dur pour toi, Pascaline? Non, ça me fait du bien, au contraire. Donc merci aussi de me laisser ce moment-là, juste avant les fêtes et juste avant aussi l'anniversaire de son départ, puisque c'est le 4 janvier. Eh bien, en fait, dès sa naissance, j'ai senti qu'il partirait. J'étais à la maternité et puis Michel est à côté de moi et je le prends dans mes bras et je lui dis, tu sais Michel, il va falloir profiter de cet enfant-là parce qu'on va nous l'enlever. Tu vois, quand je te parlais d'une force tout à l'heure qu'il y avait en moi, en fait, j'ai l'impression que le on, c'était une espèce de force au-dessus contre lequel, à un moment donné, je ne pourrais rien, en fait. D'accord. Et j'ai dit cette phrase. Et c'est vrai que lorsque Mathéo est décédé, qu'on est arrivé à l'hôpital et qu'on nous a vraiment dit qu'il était officiellement décédé, très rapidement, Michel et moi, Michel c'est mon mari, on a parlé de ça et on s'est dit peut-être que cette phrase-là qu'on avait entendue et sur laquelle on n'était jamais revenu, c'était peut-être une façon pour nous de nous préparer à son départ et que on savait qu'il allait partir et que du coup, même si on fait toujours tout bien avec nos enfants, je pense que là, avec Mathéo, on avait encore plus à cœur de bien faire les choses. C'est-à-dire de se dire bonjour, de se dire au revoir, de se dire merci, de le complimenter. En plus, c'était un gamin qui demandait beaucoup d'énergie parce qu'il était dans l'énergie, mais il n'y avait pas besoin d'autorité. C'était quelque chose de très facile avec Mathéo. On n'était pas sur un rapport d'autorité. On était sur un rapport d'âme à âme, sans doute, tu vois. Ouais. Et alors que quand Rose est née, j'ai pas du tout senti ça. J'ai pas senti qu'elle partirait. J'ai senti que Rose, je l'aurais avec moi toute ma vie, en fait. Mais j'ai senti que Mathéo partirait. Voilà. Ouais, bah oui, je me souviens. Bah oui, c'est ce que j'ai vu dans tes écrits. Un seul regard et une connexion entre mère et fils. T'as eu ce message. Et ça, j'y crois. Dans les messages, je le dis dans mon premier livre. Et après ce départ, est-ce que tu peux expliquer justement à tous ceux qui vont t'écouter, parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu des enfants, qu'est-ce qui s'est passé justement, toi, ton mari, ta fille Rose, est-ce que tu as été entourée, pas entourée, est-ce qu'on vous a compris, pas compris, qu'est-ce qui a été mis en place justement pour cet envol qui a été
super déchirant et qui est encore déchirant de toute façon. Alors, comme je te disais qu'il n'y avait aucune censure autour de la mort de Mathéo, j'ai voulu ne mettre aucune censure sur ce que moi je ressentais dans mon corps immédiatement. D'accord. Puisqu'effectivement, quand Mathéo part, nous on est en vacances, donc il meurt tout seul à l'hôpital d'une crise cardiaque après un produit qu'il a pris. Oui. Et en fait, l'hôpital nous appelle pour nous dire qu'il est dans un état grave, alors qu'en fait il est mort. Mais sauf que comme on a 650 km à faire, Oui. il est hors de question qu'on se mette en danger. Oui, parce que tu étais dans ta belle famille à ce moment-là. J'étais dans ma belle famille, c'est-à-dire qu'une semaine avant, on avait dit au revoir à Mathéo puisqu'on avait fêté Noël ensemble. Oui. Et pour les fêtes, pour le premier de l'an, il fêtait ça avec des copains. Voilà, c'est ça. Donc vous n'étiez pas ensemble. On n'était pas ensemble, il n'était pas venu avec nous pour la première fois dans la belle famille. Et j'ai eu l'occasion d'écrire la dernière fois aussi un très beau texte inspiré. C'est le premier texte inspiré que j'ai eu. Peut-être j'aurai l'occasion de le lire tout à l'heure. Voilà. Et puis du coup, en fait, Mathéo, quand Michel me dit Mathéo est dans un état grave, il faut partir, là, moi, tout de suite, en fait, je panique et j'entends la voix de Mathéo qui me dit « Maman, t'inquiète, c'est pas la mort, je reviens pas. » Je reviens pas. Je reviens pas. Et là, en fait, le fait de dire « je reviens pas », pour moi, en fait, j'ai l'impression que ça va m'éviter de ruminer le truc « pourquoi ?» Je suis déjà dans le comment, en fait. C'est-à-dire, je reviens pas, si tu reviens pas, comment je vais faire ? Donc, dans ma tête, en fait, il y a plein de choses qui commencent à se mettre en place. Et c'est surtout qu'on prend la voiture. J'appelle un peu sur pilote automatique ma famille en Bretagne pour leur dire que Mathéo est en train de mourir. C'est les termes que j'emploie. Même si au fond de moi, je sais qu'il est mort. Mais comment tu veux que j'en parle tout de suite à Michel Rose et à ma famille en disant « mais en fait, il est mort ?» Parce que moi, je la sentais, cette information-là. Mais c'est une information qui n'était pas vérifiable. Il n'y avait que moi à la ressentir. Voilà. Et donc, du coup, on prend la voiture et tout le long, en fait, Mathéo me parle. Et là, en fait, c'est un échange où il me montre assez rapidement où il est. Bon, j'ai tout écrit depuis. Et c'est surtout que c'est une négociation, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il me dit, maintenant que je suis mort, maman, parce que comme il allait vite dans la vie, je veux que tu me laisses aussi partir dans la lumière. Oui, que tu sois dans l'acceptation, en fait. Que je sois dans l'acceptation tout de suite, en fait. Bien sûr. Et qu'il faut que je le laisse passer dans la lumière et que parce que c'est sa nouvelle vie, en fait. Et moi, je négocie avec lui, en fait, parce que je pleure derrière mes lunettes de soleil. On est dans la voiture, c'est le 4 janvier, mais il y a un soleil qui brille. Et je trouve ce soleil tellement agressif par rapport à la situation que je vis. Et en même temps, l'échange que j'ai avec Mathéo est très lumineux, en fait. Excuse-moi, je vais te couper, Pascaline, parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que là, tu as des échanges télépathiques avec ton fils Mathéo. Ouais. Est-ce que tu en parles à ton mari et à ta fille ? Non. Pas tout de suite dans la voiture. Okay. Pas tout de suite dans la voiture. Même quand Michel me dit il faut qu'on parte, il est en train de mourir, je lui dis pas que moi je sais qu'il est mort. D'accord, ok. Je lui dis pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais tu le sais, dans ton cœur de mère, tu le sais. Je le sais. Et surtout, en fait, j'ai jamais été en colère après le départ de Mathéo. Par contre, j'ai quand même été une fois en colère. C'est-à-dire, quand Mathéo commence à négocier avec moi dans la voiture pour le laisser partir, je comprends qu'en fait, il va pas me lâcher, que son énergie continue ailleurs. Et je trouve ça chouette, malgré tout. Mais en fait, comme je suis quelqu'un qui a du mal à se mettre en avant, j'ai l'impression d'avoir déjà un pas d'avance sur Michel et Rose. Et je me dis que comme ça va être difficile déjà son départ, j'ai ce sentiment que ça va nous diviser déjà son départ, parce que ça va être difficile, parce que chaque deuil est extrêmement intime. Et donc, en fait, je lui en veux de me faire prendre de l'avance. Parce que je veux pas, en fait. Je veux être comme Michel et Rose. Je veux pas savoir. Et en même temps, savoir, c'est ce qui m'a aussi sauvée. Oui, parce que je pense que c'est quand même un sacré cadeau. Ouais, complètement. Et il m'a pas lâché, en fait. Donc qu'est-ce qui se passe ? Donc, vous faites vos 650 km, vous arrivez, on vous dit, Mathéo est parti. Mathéo est parti, la famille est là pour nous accueillir aux urgences de Rennes. Et eux, ils savent que Mathéo est mort, parce qu'ils étaient avant nous sur les lieux. Et là, en fait, j'ai ma sœur, une Soise, qui me prend dans ses bras et qui me dit « Pascaline, il va falloir que tu sois forte. » Et je lui réponds « Je sais. Et je crie même pas, en fait. Je ne crie même pas. D'accord. Et par contre, Michel, tout de suite, il hurle et puis il dit « Il est où, mon fils ?»
Donc on arrive, on nous explique comment Mathéo est décédé. Et puis c'est surtout qu'en fait, on nous apprend que on ne pourra pas voir Mathéo, puisque comme il a pris un produit Bien qu'il sûr. découvre, il y aura 2 ou 3 autopsies et qu'on ne pourra pas le voir avant 5 jours. Bah oui, c'est ce que tu expliquais Voilà. dans tes écrits que tu m'as envoyés, Ouais. qui est des merveilleux écrits. D'ailleurs, et je trouve ça extraordinaire la façon dont tu t'exprimes et tu écris. Et comme je t'ai dit ce matin, on s'est échangé. Tu vois, j'en ai les larmes. Et je t'ai dit, tu vas faire un livre. Le livre est déjà dans ma tête. Évidemment qu'il est dans ma tête. Mais je cherche, toujours comme depuis toute petite, cette légitimité à écrire. Pascaline, il n'y a pas de... Je sais bien, mais même en te le disant, je sais bien qu'on n'a pas à être légitime ou pas. À partir du moment où je suis sur cette terre, je suis légitime de ma place. Voilà. Mais voilà, ouais, je sais, c'est dans ma tête. Ouais, et puis je pense que les seules fois où j'écris, en fait, c'est tellement clair, c'est tellement fluide, ça arrive tellement rapidement. Alors, je sais pas si c'est l'écriture intuitive ou pas, je sais pas. Moi, ce que je dis, c'est que ce que je vis, en fait, j'ai jamais lu avant tout ce qui se passe dans l'au-delà. Le départ de Mathéo me tombe dessus, je vis des choses, j'ai pas besoin d'aller chercher plus loin, je me renseigne même pas après, Mathéo me raconte ce qui se passe, et effectivement, après, au gré des rencontres avec l'association Cœur de Cristal, quand on me dit un peu comment ça se passe tout ça là-haut, je me dis, oh putain, mais... je dis beaucoup putain. Hein. D'ailleurs, c'était le premier mot que Mathéo a dit, hein. Putain quand même, hein, quand il était tout petit, quand j'ai laissé à la crèche. Il dit quand même beaucoup putain. J'ai dit, alors justement, du coup, voilà, il y a eu ces funérailles où ta fille a rendu hommage, ou la sœur de Mathéo a rendu hommage à son frère, parce que j'ai vu les photos, j'ai vu les écrits, où ce cercueil en bois mat, où elle a fait beaucoup de les arcs-en-ciel, elle s'est beaucoup exprimée, elle a beaucoup de créativité, et du coup après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comment, quel est votre chemin justement par rapport à ça après? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a retrouvé Mathéo à l'Institut médico-légal et qu'on l'a pu lâcher après jusqu'à l'enterrement, qui était plutôt une fête d'ailleurs, parce qu'il était hors de question, on avait le droit, on voulait pleurer, mais on voulait aussi rire en fait. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le temps où il était à la chambre funéraire, nous, il y avait les familles qui étaient là, les familles de Michel, ma famille à moi, donc on se rassemblait beaucoup, on n'était jamais seuls. Et le soir, en fait, je sentais en fait un espèce de vent frais dans mes chevilles. Et je le sentais. Et Michel me dit, sans que je lui le dise, je sens un vent frais là depuis une semaine, tous les soirs à 18h. Et là, je me dis, waouh, il vit la même chose que moi. Et là, je décide à ce moment-là, comme Michel m'autorise en fait, dans cette façon de me dire ça, je commence à lui dire tout ce que je vis en fait. D'accord, ok. Mais et là, c'est l'autoroute. C'est-à-dire que je peux tout lui dire, je peux tout dire à ma famille. Et à partir de ce moment-là, on commence tous à échanger sur les ressentis qu'on a. On se crée rapidement un groupe familial où chacun peut raconter ses rêves, ses signes, ses synchronicités. Et voilà. Donc, et du coup, comment t'en es arrivé justement à cette association Cœur de Cristal? Alors, pourquoi tu es présidente de cette association-là? Comment ça s'est passé justement? Pourquoi? Parce que justement, quand je peux dire son nom, quand Jean-Marie Cahart, le médium, me dit que ça va être moi la présidente de Cœur de Cristal, là aussi, il y a une sacrée synchronicité. C'est-à-dire qu'il me dit, c'est Brigitte Fayet de l'association Cœur de Cristal. Et là, en fait, sur mon téléphone, je regarde mon téléphone, je tape Brigitte Fayet et je tombe sur le visage de cette femme. Et là, en fait, je dis à Michel, je dis, non mais c'est dingue. Il y a un truc de fou. C'est-à-dire que quelques mois après le départ de Mathéo, j'étais allée à un cercle de pardon. Voilà, j'ai eu envie d'aller voir un petit peu. Et en fait, à un moment donné, je me suis retrouvée devant cette femme-là. Et à un cercle de pardon, on était 20 femmes et il faut passer devant les personnes, se dire pardon, avec les yeux, en fait. Et en fait, je m'arrête devant Brigitte. Et là, en fait, même si on a le droit de rien faire, on finit par se prendre dans les bras et on pleure, toutes les deux. L'une dans les bras, l'une de l'autre. Et on part, on se revoit jamais.
Et quand je vois la photo de Brigitte Fayet, je dis, oh, tu te rappelles la dame dont je t'avais parlé au cercle de pardon, dans lesquels on était tombés dans les bras l'une de l'autre? Je dis, en fait, c'est elle, c'est Brigitte. Et donc, je suis allée, du coup, en revenant de Biscarrosse, il y avait une conférence à Cœur de Cristal. Je savais pas que ça existait, je savais pas que des médiumnités existaient, je savais que les médiums existaient, que ça existait. Et en fait, j'y vais, et quand j'arrive, en fait, elle est en train de préparer la salle, et quand elle me voit, je lui dis que je suis sans doute a priori, en rigolant, je dis, je viens, en fait, Brigitte, parce que on s'est vu une fois, et elle me dit, je sais. Et je dis, a priori, c'est moi qui vais t'aider à reprendre la suite. Voilà. T'imagines, ça s'est passé comme ça, en fait. Et donc, pour moi, si tu veux, le fait de voir la photo de Brigitte, même si je suis quelqu'un qui doute, même si j'ai besoin de mettre des choses en place, eh bien, à ce moment-là, je doute pas et je dis, OK, je vais le faire. Ok, donc là, il y a eu une passation, hein, comme on dit, et tu t'es dit, je vais le faire, c'est ok, c'est pour moi, C'est OK. Ok. Oh, Michel, au début, il m'a dit, ça l'embêtait un petit peu parce que je fais déjà plein de choses à côté. Voilà. On a aussi une association qui s'appelle Déterminée pour parler du produit qu'a pris Mathieu. Ouais. Et puis voilà. Et à un moment donné, j'ai aussi fait de l'accompagnement au deuil. Donc pour lui, il trouve que je passe beaucoup de temps à ça. Il a l'impression que passer beaucoup de temps à ça, c'est les papas et les mamans, c'est pas la même chose. Et je pense que lui, il s'est dit que le fait de toujours faire des choses en rapport avec le départ de Mathéo, c'était pas faire mon deuil, en fait. Voilà. Et puis, comme ça me prend beaucoup de temps, eh bien, effectivement, pour lui, j'avais choisi plus de faire d'autres choses que d'être avec Michel et Rose. Voilà. Alors, quelle a été justement cette première... donc, tu as repris, tu as fait une passation, Ouais. voilà. Donc, maintenant, tu es la présidente de l'association Cœur de Cristal à Rennes, hein, en Bretagne, hein, comme on dit, pas loin de chez moi. Quelle a été ta première invitée ou première invitée, justement comment tu fais pour inviter, enfin voir comment... Oui. Eh ben, à l'intuition. C'est-à-dire que je vais pas forcément inviter des gens que Brigitte avait invités les années d'avant. Je vois une photo, il y a un truc qui se passe au niveau de la photo. Ouais. Et puis ben voilà, ça se fait comme ça. Et c'est vrai que très rapidement, en fait, je me suis dit, on va reprendre le format de Brigitte, c'est-à-dire une deuxième partie médiumnité, faire venir au début des techniques ressourçantes. Et moi, dès le début, j'ai su à un moment donné, et je pense que c'est à ce moment-là où il y a eu un truc avec Cœur de Cristal, c'est que j'ai toujours dit que on a l'impression que lorsqu'on perd quelqu'un, il faut s'interdire de rigoler. Et moi, j'ai dit à mes sœurs, on va faire un yoga du rire avant une médiumnité. Ouais. Donc, on a fait venir quelqu'un, Lauriane Château, qui a fait un yoga du rire. Et là, mais ça a ouvert un truc, c'est-à-dire que les gens, quand ils sont sortis, ils nous ont dit, on ne savait pas qu'on avait le droit de rire, en fait. Et la médiumnité après, avec Anthony Fromager, qui est déjà quelqu'un qui a beaucoup de sourire et qui envoie quand même beaucoup de joie. Beaucoup d'énergie positive. Beaucoup d'énergie positive. Eh bien, ça a ouvert les vannes et on a eu des messages formidables. Et là, on s'est dit, bon, voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, c'est pas faire des choses qui n'ont pas été vues ailleurs. Moi, en fait, c'est par rapport à comment je m'en suis sortie. C'est important de faire venir des personnes qui peuvent parler de choses qui m'ont aidée, en fait. Des personnes qui dégagent aussi une énergie. Et puis voilà. En fin de compte, tes invités, tu vas au feeling. Tu invites les gens qui sont en adéquation avec tes énergies à toi, qui sont dans l'authenticité, dans l'amour, dans la bienveillance. Voilà, tu invites parce que tu as envie d'inviter, en fait. Parce que j'ai envie d'inviter. Et puis je vais pas inviter des gens qu'on voit partout, par exemple. C'est pas ça. C'est qu'il y a des gens qui me disent, des fois, des gens qui viennent et qui me disent, ça serait bien d'inviter un tel. Et moi, en fait, je vais pas inviter forcément des gens connus qui sont aussi super, voilà. Mais j'ai envie de... en fait, c'est aussi ma personnalité. Je suis quelqu'un de très discret et Mathéo me demande de mettre en lumière, en fait. Et j'ai besoin de faire venir des gens qui me ressemblent un peu aussi.
Mais j'aime aussi faire venir des gens qui sont aussi super connus, qu'on voit beaucoup. Parce que j'invite tout le monde. Enfin, c'est en fonction du feeling. T'invites tout le monde, t'invites quand même ceux qui sont dans la même vibration que toi, quand même, Pascaline. Hein, ouais. Et ben, c'est ce que je cherchais. Ouais, voilà, sur c'est la ça. même vibration que moi. Voilà. Ouais. Parce qu'on n'est pas obligé d'inviter tout le monde. On invite ceux qu'on a envie de mettre en lumière. Et j'insiste sur ça, justement. On en parlait ce matin. Parce que, attends, alors, les auditeurs et les auditrices, alors, on s'est appelé 3 fois, hein, je crois, ce matin, hein, patati, patala et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des médiums qui sont excellents, mais même des jeunes médiums, hein, c'est des bébés médiums, ils vont avoir 24 ans, ils sont excellents. Et moi, mon but, c'est de les mettre en lumière, en fait. Et toi aussi, tu es dans la même vibration que moi. Complètement. Voilà, il y a des gens qui sont extraordinaires, qui vivent dans le trou du cul du monde, hein, excusez-moi, je vais être vulgaire, dans les campagnes et tout, mais il faut les mettre en lumière parce qu'ils sont pleins d'authenticité, pleins de bienveillance. Et de toute façon, si j'en aurais, à chaque fois, je te dis, hein, je te les enverrai. Hein, ça, c'est clair. Hein, voilà. Et donc, justement, en fait, et aussi, tu vois, ce que je voulais dire, c'est que le départ de Mathéo m'a aussi appris à dire non, parce que c'est difficile de dire non quand tu as des sollicitations. Et j'arrive à dire non. Voilà. Quand je le sens pas, j'arrive à dire non. C'est bien. C'est comme ça. Ouais. D'accord. Ouais. Donc ça, t'es sollicité par mail, message, enfin, tu arrives à faire mail, par message. Et puis, ben, je réponds beaucoup non, puisque, ben, tu vois, là, les plannings sont complets pour les 2 années à venir. Donc, je dis beaucoup non. Mais je le dis à ces personnes-là, à ces médiums qui veulent venir ou à ces personnes qui veulent venir à Cœur de Cristal. Moi, c'est important que la rencontre ait lieu avant la conférence. Donc, je leur dis, bah, si vous voulez venir, ben, avec mes sœurs, on vous invite à venir nous voir en conférence. Voilà. Et c'est quoi le rythme de votre association? C'est tous les mois. Une fois par mois? Une fois par mois. Et on organise aussi des grandes journées. Et tu vois, là, par exemple, il va y avoir une journée d'auteurs et d'autrices qui ont écrit des bouquins, des livres résilients, comme je serais peut-être amenée un jour à faire, des témoignages. Parce que j'ai bien compris que lorsque des médiums viennent, le message qui revient sans arrêt, c'est il faut témoigner, en fait. Tu vois, quand tu m'as dit, j'aimerais bien que tu viennes témoigner aujourd'hui parce que Noël arrive et qu'il y a plein de parents endeuillés ou des personnes qui ont perdu un être cher. Et c'est important de venir témoigner. Ah oui, très bien. Je dis oui. De toute façon, Pascaline, c'est ce que je t'ai dit ce matin au téléphone lors de notre échange. Je t'ai dit que de toute façon, tu allais écrire ton parcours de vie, hein, de la naissance à Mathéo, que tout de suite, t'as vu dans son regard que tu ne l'aurais pas longtemps, entre guillemets, dans tes bras. Ça a été un message très fort. Hein, ça vient de la source, ça vient d'en haut. Et c'est marrant, enfin, c'est marrant, non, c'est pas... Enfin, moi j'ai perdu mon frère, il avait 19 ans. Toi Mathéo, et tu me dis il avait quel âge? Il venait d'avoir 20 ans. Il venait d'avoir 20 ans. Et j'ai souvent des mamans, des papas qui viennent, ils ont perdu des fils, des filles, ils avaient 19-20 ans, de l'âge de mon frère. C'est fou, hein. Ouais. Voilà. Et je sais qu'il y a une consultante à moi qui va nous écouter parce qu'elle a perdu son fils Alan qui est parti brutalement d'un accident de voiture, et je sais qu'elle va nous écouter parce qu'elle a besoin d'entendre ça. C'est très compliqué pour elle, hein, effectivement, parce que t'as la maman Céleste, hein, qui a son cœur parti de l'autre côté, et t'as la maman Thérèse parce qu'elle a encore 2 filles sur Terre, et donc comme je dis à chaque fois, vous êtes des guerriers et guerrières, hein. C'est très compliqué. En tout cas, et donc du coup, quel a été ton cheminement? Comment vous avancez, toi et ton mari, même ta fille Rose, au jour puis même ta sœur jumelle, ta famille et tout. Comment vous avancez au jour le jour? Est-ce que tu as des clés? Est-ce que tu as des conseils? Dis-nous tout, Pascaline, justement. Déjà, par rapport aux différences, à la temporalité du deuil, moi, j'ai du mal. Je dis quand même deuil, mais j'ai quand même du mal à dire le deuil, parce que pour moi, c'est plutôt le parcours du cœur, en fait, l'ouverture du cœur. Ouais. Parce qu'il faut quand même savoir, pour en avoir parlé à des médecins, on est capable d'affronter ce genre de choses. Le corps et le cerveau sont capables.
de vivre ça. Et par rapport à ça, ce que je voulais dire, c'est que Rose, ça a été de se confronter, de confronter l'absence de son frère, c'était de se confronter à la réalité. Donc très rapidement, en fait, elle est retournée au collège. On parlait de Mathéo, et puis c'est surtout que moi, j'ai été arrêtée pendant un petit moment, en fait, parce que je fais un travail d'accueil, et c'est vrai que c'était difficile pour moi d'accueillir les gens avec ce que je venais de vivre. Mais par contre, pendant mon arrêt maladie, je me suis réveillée chaque matin, je mettais mon réveil, je me réveillais, je me douchais, je pleurais beaucoup sous la douche. C'est un endroit où j'ai beaucoup pleuré parce que ça me faisait du bien, l'eau. Je me suis maquillée, je me suis mis mon rouge à lèvres qui ne me quitte pas depuis que Mathéo est parti. Et pourtant, Dieu sait que quand je me regardais dans les glaces, des fois, je me disais, t'as quand même t'as une sale gueule aujourd'hui. Et ben, tout, dès que je mettais mon rouge à lèvres, et ben, ça allait mieux. Voilà. Donc, je me suis forcée à force de faire, on fait, en fait. Tous les jours. Et ça ne m'a jamais quittée. À force de faire, on fait, en fait. C'est possible. Et c'est aussi de se dire que Michel, moi et Rose, on n'avance pas de la même façon. C'est-à-dire qu'il faut aussi accepter que votre enfant qui reste ou votre époux ne fonctionne pas comme vous. Il faut l'accepter. Et il faut se dire qu'il ne faut pas non plus se sacrifier parce que les autres n'avancent pas à votre rythme. C'est-à-dire, c'est important aussi d'être égoïste. Donc moi, j'ai été égoïste en voulant faire des choses qui me faisaient du bien. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que j'aimais plus Rose et Michel. C'est qu'il fallait que moi j'avance pour pouvoir à un moment donné peut-être les aider. Donc, par exemple, moi, très rapidement, j'ai rangé les affaires de Mathéo. J'ai dit à Michel, j'ai demandé l'autorisation à Michel. Il n'a rien répondu. Je dis, mais est-ce que tu me l'interdis? Il m'a dit non. Je lui ai dit, est-ce que tu veux le faire avec moi? Non. Donc, j'ai accepté. J'ai rangé les affaires de Mathéo et j'ai accepté qu'il ne veuille pas le faire avec moi. Ce qui me faisait du bien ne lui faisait pas forcément du bien et ce que lui faisait du bien ne me faisait pas forcément du bien. Et ça vaut aussi pour Rose, en fait. D'accord. Devenir égoïste. Et par contre, ce qu'on a très facilement intégré, c'est qu'il y avait des choses qu'on pouvait plus faire, et puis des choses qu'on pouvait plus faire, et qu'il a fallu transformer. On n'arrivait plus à se parler dans les yeux. J'arrivais plus à regarder Rose sans pleurer, elle n'arrivait pas à me parler sans pleurer, et Michel, c'est pareil. On voit la tristesse de l'autre. Et donc, on s'est dit à un moment donné, je pense chacun, on s'est dit, comment on fait? Et c'est là que le corps a des ressources. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est que très rapidement, quand Mathéo donc, a été incinéré, dès le lendemain, en fait, tous les trois, comme on n'arrivait pas à se regarder et qu'on avait besoin de se parler, on a pris la voiture les soirs. Et pendant 1 heure, on prenait la voiture, on était assis, j'étais devant avec Michel, Rose était derrière, et on sentait la présence, mine de rien, de Mathéo, je pense. Et ce qui était assez hallucinant, c'est que quand on perd quelqu'un, on a l'impression de ne pas avancer. Donc là, le fait d'être en mouvement, de rouler, eh bien, on se parlait sans se regarder dans les yeux, mais on se parlait. Donc on a trouvé la voiture pour ça. Et on s'est dit peut-être qu'un jour on a un van, tu vois. Et donc dans ces moments-là, on a réussi à se parler. On a aussi réussi à se dire que par rapport au ça y est, je perds mes mots parce que j'ai plein de petites choses, tellement des petites techniques qui moi m'ont servi. Bah tu vas les écrire dans ton livre, hein? Ouais. C'était aussi important de se dire à un moment donné. Notre moi, mon meilleur ami au début, ça a été un petit carnet, parce qu'on perd la mémoire. Alors je m'étais dit, tiens, je vais acheter un carnet parce que je perds la mémoire. Je perdais toujours mes lunettes, je perdais tout. Et donc je m'étais dit, je vais dans mes carnets. Et en fait, je me suis rendu compte que ce petit carnet me permettait aussi de mettre des petites choses sur Mathéo ou sur ce que je vivais. Et Michel, lui, c'était pas des carnets, mais c'était des post-it. Donc voilà. D'accord. Et puis je me suis mise au post-it et je suis retombée sur un tiroir où il y a que des post-it. Et je les ai tous reliés. Et ce qui a été aussi important de faire, c'est un peu comme quand on est gamin, tu fais tu fais un tableau pour et contre, par exemple. Alors moi, sur ce tableau-là, j'avais marqué ce que Mathéo représentait pour moi, ce que j'avais perdu, mais aussi ce qui, malgré sa perte, subsistait. Ouais. Tu vois? Donc au début, je me suis rendu compte que j'avais l'impression d'avoir tout perdu. Et en fait, avec le temps, avec les mois, j'avais toujours ce petit tableau. Et en fait, je me rendais compte que ce qui subsistait, il y en avait quand même de plus en plus. Voilà. Même si
même quand les enfants se manifestent pas, parce qu'il y a des enfants qui se manifestent pas, et ça n'a rien à voir par rapport à l'amour que vous aviez ensemble. Bien Ce n'est sûr. pas une question d'amour, ça se joue autre part. Mais mine de rien, le fait de voir ce qui subsistait, les souvenirs d'avant, eh ben, je me rendais compte aussi que malgré son départ, je continuais à me faire des souvenirs en fait. Et, justement, dans ce livre que tu vas écrire, parce que je t'ai dit que tu vas écrire ce livre, hein, tu vas mettre justement tous ces petits rituels, ces clés, parce que c'est Ouais, important quand même pour les parents qu'on mais perd. oui. Oui. Bah oui, parce qu'en fait, Mathéo, quand il était gamin, il disait toujours que la vie était un jeu. Et j'ai ce sentiment que ce que je vais écrire un jour, Ouais, mais ça c'est sera, pas un jour, tu vas l'écrire. Et puis t'as intérêt à t'y mettre, hein, je t'ai dit. ça sera quelque chose de ludique en fait, parce que tu vois ce qu'il y a aussi de fou avec l'histoire de Mathéo où il disait que la vie était un jeu. Ben, à force d'avoir joué, il s'est cramé les ailes, comme on dit. Hein, Oui, ben c'est et voilà, c'était il sa est destinée. mort d'une connerie de jeunesse. Et c'était mon petit con. Je l'ai toujours appelé mon petit con en fait. Et c'est vrai que par rapport au jeu, tu vois par exemple, Mathéo quand il était tout petit, il savait pas chanter, il savait pas danser. Voilà. Et un jour, j'ai bien compris que maintenant, là où il était, il sait tout faire en fait. Et il adorait se raconter des histoires quand il était tout petit, en fait. Et en fait, je me rends compte que là où il est maintenant, en fait, il met tout en pratique. Ouais, Parce que... le message que j'ai à l'instant, c'est qu'il fait des claquettes. Ah bon, d'accord. Ok. Je sais pas pourquoi. J'ai ça, Ouais. je fais des claquettes, ok. Oui. Et tu vois, et pourquoi ça sera un petit carnet de petites choses, un espèce de petit kit, tu sais, comme quand on part de Mais bien l'hôpital et sûr, que ouais. on nous dit, on nous donne juste un flyer pour préparer l'enterrement de Mathéo. On nous demande de préparer son enterrement alors qu'on ne pourra pas le voir avant 5 jours. Donc, sans l'avoir revu, après avoir fait 650 km, on nous donne un flyer pour préparer l'enterrement, quoi. Ouais, c'est ce que tu as écrit. Et Ouais, là, c'est ce je que me j'ai. dis, Ouais. il est où le kit de survie? Si par exemple cette nuit je pète un plomb, qui j'appelle? Et tu te rends compte qu'il n'y a rien de tout ça en fait. Et c'est pour ça que les associations d'aide au deuil, dont moi je dis aux personnes, quand vous perdez un enfant, ou même quand vous perdez quelqu'un d'autre, mais là je parle, on est sur l'enfant. Quand vous perdez un enfant, s'il vous plaît, essayez de vous rapprocher de parents endeuillés. Parce que parce qu'à un moment donné, même si j'ai mes sœurs, même si j'ai mes amis, j'ai eu besoin à un moment donné d'aller parler de ce que je vivais à des parents et à des mamans. Voilà. Et j'ai fait des super rencontres. Et voilà, il faut se rapprocher. Il faut se rapprocher des associations proches de vous. Alors des associations comme Cœur de Cristal qui organisent des conférences, mais des associations où il y a des groupes de parole, où vous pouvez parler fréquemment. Et du coup, à un moment donné, à un instant T, quand vous êtes allé dès la première fois, se rendre compte qu'au fur et à mesure des mois, il y a des choses qui vont s'arranger et que parler va faire du bien et que parler vous a permis de mettre des choses en place. Voilà. Alors, au jour d'aujourd'hui, quelle est une journée de Pascaline Plantec? Une journée parce qu'il y a une Plantec. Bon ben voilà, je me lève, comme je dis. Je me lave. Je prends ma douche. Je me maquille. Alors pour l'instant, il faut avouer effectivement que j'ai été un petit moment en arrêt maladie après le départ de Mathéo et que 5 ans après, ben voilà, j'ai eu des petits soucis de santé. Donc du coup, et je pense que c'est lié au départ de Mathéo. Ma tête tient, mais je pense que mon corps, ben voilà, il a du mal à tenir. Donc là, mes journées actuelles, eh bien, c'est de faire les choses, c'est-à-dire c'est d'aller marcher, c'est de lire, c'est de je fais plein de choses en fait. Ma vie est remplie des petites choses, c'est-à-dire que je me rends compte que j'ai tout de suite intégré que je serais plus jamais heureuse comme avant. Mais putain, je le dis putain, j'ai quand même des sacrés moments de joie. Et puis tu vas en avoir d'autres encore. Ça dure de encore. plus en plus longtemps. Oui, et puis tu vas en avoir d'autres encore. Mais je sais bien. Tu le sais bien. Et tu vois, donc c'est faire les choses en fait. Voilà. Et est-ce que tu as des parents endeuillés, des mamans ou des papas qui t'appellent, qui osent t'appeler ou qui t'envoient des messages ou comment ça se passe justement T'as peut-être des gens qui osent pas te parler en live quand ils vont venir, mais ouais.
Ah ouais, s'ils veulent m'appeler, moi je suis là pour répondre à toutes leurs questions, pour les aider. Même si je te disais à un moment donné, j'ai accompagné des gens en individuel, hein, avec l'association Les Papas, les Mamans Lumineuses, les Mamans Lumineuses et les Papas aussi. À un moment donné, j'ai eu besoin d'arrêter, mais je suis restée en contact avec pas mal de mamans qui sont devenues des amies, et puis d'autres qui sont pas devenues des amies, mais qui ont encore besoin de m'appeler. C'est pas parce que j'ai arrêté ça que je le ferai plus. Bien sûr. Je le fais d'une autre façon. Voilà. Et tu vois, avec Cœur de Cristal, ce qui est assez fou, c'est qu'il y a de plus en plus de... une maman endeuillée attire forcément des parents endeuillés. Et donc, du coup, dans ces moments-là, j'essaye de créer du lien et à chaque fois, il y a une... comme tu dis, tu parles de ce fameux livre qui viendra peut-être un jour avec ces techniques. Bien sûr, bien sûr qu'il viendra. Et des techniques vachement ancrées parce que moi, tu vois, j'ai quand même une partie qui est ailleurs, mais j'ai besoin d'être ancrée en fait. Donc ça va vraiment être quelque chose. Quand je raconte quelque chose, je veux raconter des choses concrètes, pas juste dire comme des médiums qui te disent ah ben il est bien. Non, moi j'ai besoin de dire que. Ah oui non, alors là ça non. Donner quelque chose de concret. Ouais. Tu vois. Donc en fait j'ai plein de petites choses parce que pas mes choses à moi. Je dis pas que mes choses sont bonnes à faire, mais en tout cas, elles m'ont fait du bien. Donc, si un jour des gens veulent venir vers moi et que je puisse leur expliquer vraiment ce que j'ai mis en place pour pouvoir aller mieux, évidemment, je le fais. Je le fais. Bien sûr. On peut pas donner de sens au départ d'un enfant. C'est pas possible. Mais en tout cas, j'ai bien compris que peut-être ma place, c'était sans doute d'aider les autres. Et voilà, donc forcément. Justement, après le départ de Mathéo de l'autre côté du voile, est-ce que tu as été comprise? Est-ce que tu t'es sentie soutenue? Parce que c'est pas le cas de tout le monde, hein. Attention, ouais. Alors j'ai dit que j'avais besoin d'aide. J'ai dit que j'avais besoin de tout le monde. Et d'ailleurs, le premier message Facebook où j'ai annoncé le départ de Mathéo, c'était le 4 janvier au soir. Parce qu'en fait, quand on revenait de l'hôpital, nos amis nous appelaient pour nous souhaiter la bonne année. Parce que c'était à l'époque c'était au moment de la bonne année. Et j'ai dit à Michel, on ne peut pas répondre et leur dire que Mathéo est mort. Il y aurait trop de coups de fil à passer. Donc, je vais faire un message sur Facebook en disant que Mathéo est parti. D'accord. Et là, tout de suite, en fait, j'ai dit aux gens, j'ai mis dans le message où je dis, je sens déjà les choses, je dis, j'ai ce sentiment que lorsque l'on perd quelqu'un, on est beaucoup accompagné au début. S'il vous plaît, je vais vous demander de toujours être là. Voilà. Je vais toujours avoir besoin de vous tous dans ma vie. Je vais avoir besoin de faire des rencontres. Il va falloir nous aider là-dessus, quoi. Je sais, pour en avoir entendu parler Karine, et ça je le sais bien, que souvent on se dit, tu vois, moi quand je dis par exemple que quand tu perds un enfant, tu as l'impression d'être protégé par la première année par rapport aux injonctions de la société. C'est-à-dire que pendant un an, tu peux dire, voilà, mon enfant est parti le mois dernier ou il est parti il y a 6 mois. Quand tu as passé la première année, pour eux, dans la tête des gens en face, ils se disent, oh voilà, maintenant c'est bon, c'est fait. Elle va passer à autre chose. Non. Comment tu peux passer à autre chose? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ça n'a rien de négatif quand je dis ça. C'est-à-dire que moi, quand les fêtes de Noël arrivent, Mathéo n'est pas là. Donc, il faut faire des choses pour... Je sais qu'il n'est pas là. Je sais qu'il ne reviendra pas. Donc, en fait, je mets en place des choses pour qu'il soit là autrement, en fait. Voilà. Je comprends. Et tu vois, et donc, les gens ont le sentiment que passer un an, en fait, alors quand tu dis 5, ils se disent carrément, voilà, elle passe. Ça y est, elle passe à autre chose. Ouais, voilà, oui. On peut pas. Et puis les gens ne peuvent pas comprendre. Et c'est ça, et sans jugement. C'est pour ça que c'est bien de se rapprocher de personnes, aussi de parents endeuillés. Parce que comment veux-tu qu'un parent qui n'a pas perdu un enfant puisse comprendre, parce que c'est quelque chose d'impensable en fait. Quand on voit tu sais, dans ce degré, dans cette échelle de perte, la pire chose pour tout le monde, c'est de perdre un enfant. Et oui, je le dis, c'est la pire chose. Oui, je sais. Mais il y a tellement moyen de le transformer. Et Pascaline, et Michel, et Rose, quels ont été les signes de Mathéo? Les signes de Mathéo? Ouais. Alors, j'ai eu plein de signes et surtout des synchronicités avec ma sœur, mais je voulais juste dire un truc qui a été
c'est peut-être oh, je vais le dire avec émotion, parce que c'est important quand on a des signes de ne pas être, comme je te dis, toute seule. Donc vraiment, le signe qu'on a eu en commun, et c'est arrivé il y a 2 ans, donc longtemps avant, longtemps après le départ de Mathéo, nous étions à Naples. Il faut savoir que Mathéo adorait Marseille et Rose aussi. Donc on a plein de souvenirs à Marseille. Et donc, Rose avait besoin d'autre chose. Comme elle aime Marseille et qu'elle souhaite aller vivre là-bas plus tard, elle m'avait dit, moi je voudrais une ville comme Marseille. Et j'ai vu que sur Internet, il y a une ville qui existe. Ça tombe bien, c'est en Italie. Mon mari est italien. Elle dit, c'est Naples. A priori, c'est Marseille puissance 100. Donc on est arrivé à Naples. Et puis un soir, en fait, on était en voiture. Et on était sous le tunnel Saint-Antoine qui vous amène au cœur de Naples. Voilà. Et à la fin du tunnel, en fait, on a entendu un boom. Et la voiture s'est arrêtée. Et là, on s'est rendu compte qu'un jeune homme avec son scooter est allé trop vite. Et même si on n'avait pas freiné, en fait, il était allé trop vite et il s'était pris le dos de la voiture en pleine face. Et là, ce qui se passe, c'est que je sors de la voiture. Michel, lui, sort également de la voiture. Il essaye d'arrêter la circulation. Ça va très vite, surtout à Naples. Et là, en fait, quand je sors de la voiture, je me dirige vers le jeune homme qui a eu le temps de laisser son scooter sur la route, mais de se mettre sur le côté. Et là, j'arrive à côté de lui et je lui parle. Je lui dis, je sais que tu ne me comprends pas parce que je suis française, mais moi, j'ai besoin de te parler jusqu'à que les secours arrivent. Il a son casque sur la tête. Il enlève son casque et malgré que le casque soit parti, je vois pas son visage parce qu'il y a plein de sang qui coule sur son visage. Et il a sa tête posé contre moi et j'essaie de le maintenir en fait parce qu'il est assis, donc j'essaie de le maintenir à côté de moi, j'essaie de lui parler. Michel arrive à couper la circulation et là à ce moment-là en fait il commence en fait à s'étouffer avec le sang qui coule de sa tête. Donc j'aurais peut-être pas dû faire parce qu'on dit souvent il faut pas s'occuper des gens qui sont blessés. Je suis allée chercher ma bouteille d'eau dans la voiture et j'ai commencé à lui passer l'eau sur le visage. Et que l'eau a coulé, en fait, plus son visage se dégageait, plus je voyais les traits de Mathéo, en fait. Et il ressemblait vraiment à Mathéo, ce petit garçon, ce jeune homme de 15 ans. Et Michel est arrivé, Rose est sortie de la voiture, et là, on s'est regardés tous les trois. Et on peut dire que ce jour-là, Mathéo était là. On en a reparlé tous les trois, évidemment, après, mais ça ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire que le papa de Luigi est arrivé. Il a été amené à l'hôpital et nous, on est resté avec la police en fait pour faire le constat. Donc un constat avec des Italiens, c'était pas facile. Oui. On commençait à voir que les voitures commençaient à s'arrêter en se disant oh là là, c'est une voiture française qui a causé l'accident. Je comprends tout. Il est italien, il est totalement bilingue. Et donc ça commençait à chauffer un peu. Et il y a un monsieur qui s'est arrêté. Et ce monsieur-là, en fait, il est venu nous aider parce qu'il était italien, napolitain, mais il travaillait sur Nantes. Donc on s'est dit c'est dingue, c'est fou, c'est à côté de Rennes. D'accord. Et à ce moment donné-là, je lui demande déjà, mais comment on se tutoie, hein, comment c'est ton prénom? Et là, il me dit Joseph. Donc, et Joseph, c'est le patron de la famille. Ouais, et surtout Joseph, en fait, c'était le prénom qu'on devait donner à Mathéo. Aussi. Il y avait 3 prénoms, Joseph, Étienne et Mathéo. Et on a retenu Mathéo. Et là, en fait, Michel me regarde avec un grand sourire. On est aussi soulagé parce que le gamin a été pris en charge, donc on peut se permettre de sourire. Et à ce moment-là, en fait, on est en train de faire le constat et sur le petit rond-point qu'il y a juste devant nous, où les voitures sont en train de rouler, il y a des gamins qui se posent sur le rond-point et ils font péter des feux d'artifice. Et là, l'autre truc, c'est de se dire, feu d'artifice, il y avait la chanson de Calogero le jour de l'enterrement de Mathéo, feu d'artifice. Et là, en fait, on se regarde tous les 3 avec Rose et Michel et on sourit, en fait. Et là, je peux vous dire que c'est la première fois depuis le départ de Mathéo qu'on souriait ensemble pour plein de choses. Oui. Parce qu'en fait, on avait vu le visage de Mathéo, il y avait Joseph qui était là, il y avait le feu d'artifice, et ça se finit pas là. C'est-à-dire qu'on était sous le pont Saint-Antoine. Et Saint-Antoine, en fait, c'est un gamin qui est devenu très important dans ma vie. Antoine, en fait, c'est Antoine Hubert. C'est le pilote de Formule 2 qui s'est tué à Spa en Belgique en 99, donc un an avant la mort de Mathéo. Et j'ai rencontré sa maman et c'est devenu une amie et notre sœur, à mes sœurs et moi. Elle fait partie de la famille maintenant. Et lorsque je vois qu'on est sous le tunnel Saint-Antoine, je me dis,
putain, nos deux petits cons sont ensemble et ils nous envoient tout ça. Et comment ça continue? C'est-à-dire que on décide le lendemain d'appeler le papa de Luigi puisqu'on avait son numéro de téléphone et lui, dès qu'on appelle, en fait, il nous dit mais vous m'appelez pour... il pense qu'on appelle pour faire créer des problèmes, en fait. Oui. Tu vois. Et là, Michel lui dit non, on veut juste des nouvelles de Luigi. Et il est très ému, donc il nous en donne au téléphone et on se dit, tous les trois avec Rose, et c'est là que je te dis, on ne parle pas souvent des signes qu'on a. Et là, tous les trois, on décide avec Rose, Michel et moi de se dire, avant de partir de Naples pour partir en Calabre, parce que la famille de Michel habite là-bas, on va aller au salon de coiffure que le papa de Luigi a. Et on arrive au salon de coiffure, on décide d'arriver à la fin quand il ferme la porte. Et là, il nous fait rentrer dans son magasin. Et il est très ému parce qu'il nous dit qu'il nous remercie parce qu'effectivement, il avait cru qu'on voulait poser des problèmes. Et quand il a compris qu'on voulait avoir des nouvelles, il a trouvé ça très touchant. Et là, en fait, c'est pas moi qui ai parlé, c'est Michel. Et Michel, il parle pas souvent depuis la mort de Matteo. Et là, ils se sont parlé de papa à papa. Donc Michel est arrivé vers ce papa-là, lui a dit, écoutez, pour nous, c'était important de prendre des nouvelles de Luigi puisque nous avons perdu notre fils aîné Matteo il y a quelques années. Et il s'est passé quelque chose et on s'est dit que Matteo était là et que de papa à papa, moi j'avais besoin de venir prendre des nouvelles de Luigi. Donc ils se prennent dans les bras et là, le papa de Luigi nous dit est-ce que je peux voir une photo de Matteo si ça vous dérange pas? Là je montre la photo de Matteo et là le papa de Luigi s'effondre en larmes avec un grand sourire et dit mais on dirait Matteo. Et à ce moment-là j'ai raconté au papa de Luigi ce qui s'était passé dans le tunnel et toutes les petites choses. Donc maintenant, on va dans les endroits où on sent que Matteo est, parce que ça nous fait du bien. Et vous savez, ces synchronicités qui arrivent après, en fait, c'est des souvenirs qu'on se fait malgré le départ de Matteo. On continue à se faire des souvenirs avec des synchronicités, avec les petits signes. Tout ça permet de tenir, en fait. Et ils sont forts pour ça, nos enfants. Ils sont forts pour ça, nos envolés. Est-ce qu'on peut rappeler justement... elle est magnifique, hein, ton histoire. Je me retiens de pas pleurer. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu les signes pour les parents qui ont perdu un bébé, une petite fille, un adolescent, parce que les signes sont partout en fait. T'es d'accord que ça peut être une plume, un cœur, une odeur? Une odeur qui arrive, une odeur qui n'a pas lieu d'être et qui arrive quand même. Aussi, il faut pas faire... En fait, à partir du moment où vous avez un signe, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais à partir du moment où quand ça arrive, ça vous fait un truc au cœur, comme quand on est amoureux et qu'on a des papillons dans le cœur pour la première fois. Tu vois ? À partir du moment où ça vous touche au cœur, ne faites pas marcher le cérébral. Dites-vous, si moi je sais que c'est lui, c'est que c'est lui. Donc il y a plein de signes, mais ça se passe de cœur à cœur. Ne pas se dire après, c'est pas lui. Effectivement, à un moment donné, le cérébral va reprendre, mais sur le moment, gardez ça en vous. Dites-vous que c'est votre moment à vous et que si vous vous êtes dit que c'était lui, c'est que c'était lui. Voilà. C'est exactement. Comme ça. Et après, est-ce que toi, tu fais soit des rêves prémonitoires ou est-ce que Matteo est venu dans tes rêves ou Il est venu plein de fois dans mes rêves, mais c'est des rêves qui sont tellement détaillés, ça prendrait des heures à les raconter. Ça me laisse une sensation au réveil d'avoir fait une petite aventure avec Matteo la nuit. C'est des choses que je n'oublie pas. C'est-à-dire qu'un rêve, tu vas l'oublier. Un rêve avec ton enfant ou un défunt, je suis persuadée que jusqu'à la fin de ta vie, tu peux t'en souvenir dans les moindres détails. Mais je les écris quand même, pas pour oublier, mais pour transmettre à Rose, pour transmettre à ma famille, pour transmettre aux amis. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Tu vois, je suis retombée sur parce que ma sœur Marie-Venique, en fait, elle fait les rêves avec Matteo et elle les numérote. Et c'est dès le premier jour, en fait, dès la première nuit, en fait, elle a eu un rêve avec Matteo. Et je l'ai retrouvé tout à l'heure, il est très très court. Et c'est un des rêves les plus courts, alors qu'habituellement ça fait des pages, tellement c'est détaillé. Et je m'étais dit que ce serait peut-être bien de... vas-y, alors si tu veux nous le lire, alors voilà. Ça c'est avec plaisir.
Ouais, alors, donc c'est ma sœur Marie-Vonique donc qui parle. On dit bonjour à Marie, Ouais, merci, hein, Marie. Marie, ouais. Ouais. C'est le premier rêve qu'elle a fait, donc la première visite qu'elle a eue le soir de l'annonce du départ de Mathéo. D'accord. Voilà. Donc elle dit, j'ai perdu l'insouciance, première nuit. Elle suit le jour cataclysmique, le jour où je veux effacer, ne pas entendre les portables sonner les uns après les autres. Je ne veux pas de fureur, je ne veux pas d'horreur. Je refuse. Je veux me rendormir et oublier. Je suis effrayée. J'ai le cœur arraché et je redoute les jours et les nuits à venir, la vie sans toi. Mon corps est un plomb, je suffoque de tristesse, foudroyée et effarée. Pourquoi? Mathéo, pourquoi? Première pensée. Donc là, tu vois, elle parle du cérébral. Je ne t'ai pas sauvé. Nous sommes le 4 janvier, hier soir. J'ai reporté le bisou, le moment de t'envoyer un SMS de bonne année. J'allais te revoir. Allez, Mathéo, un bisou. Bonne année, mon neveu. Plein de bonnes choses pour 2020. Ma pudeur ne laisse pas de la place à l'épanchement de sentiments. Pourtant, je t'aime tant. Hier, tu vivais. Première nuit, mon premier rêve. Nous sommes chez toi. Il y a beaucoup de monde à votre appartement et surtout autour de la table basse du salon. Cela ressemble à une collation après un enterrement. Je suis assise dans votre canapé. Je sais que tu es mort, Mathéo, mais tu es assis sur une chaise face à moi. Michel est aussi assis à tes côtés. Pascaline est près de moi. Rose va et bien et papy et mamie sont là. Tous nos proches et familles sont là. Les tatis, les tontons, les cousins, les cousines. Nous essayons de comprendre. Je te regarde, tu as les épaules basses, les coudes sur les genoux, desserrés et les mains croisées, la tête baissée, elle aussi. Toi non plus, tu ne comprends pas ce qu'il vient de t'arriver. Je te demande si tu avais prévu cela, mourir. Tu réponds immédiatement non, avec énergie. Tu secoues la tête en me regardant intensément. Tes yeux me supplient de te croire. Je te crois, j'entends ton nom. Tu me fais comprendre que c'est une connerie. Tu pensais maîtriser et en cherchant malgré tout à pousser les limites, tu testais l'enfant qui tire sur la queue du chat et qui attend de voir si celle-ci va se rebiffer. Conscient, inconscient, d'une fin sans retour, quelques secondes encore, tu imagines comme un enfant que ton père pourra arranger les choses. Mais tu sais, ce n'est pas une voiture que tu aurais fracassée au bord d'une route, c'est toi, Mathéo, qui t'es fracassé. C'est dramatique, irréversible et irréparable. Avant de me réveiller, il est urgent pour toi que je n'ai pas de doute, pas de malentendu. Si c'était à refaire, tu n'aurais pas testé. Je me réveille brutalement avec ton regard dans mes yeux et ce nom qui résonne. Voilà. Ouais. Voilà ce qu'elle dit. Et si tu veux, dans la temporalité, c'est vrai que Mathéo, quand il est parti, tout de suite, il m'a parlé, il m'a dit qu'il était bien. Et j'ai senti qu'il allait assez rapidement dans la lumière, comme on dit. Et tu vois, dès le soir, avec le rêve de Marie-Vonique, il commençait à être triste d'être parti. Il se rendait compte, en fait, qu'il avait fait une connerie et que c'était irréversible et que là, papa, il pourrait pas arranger les choses. Tu vois, voilà, c'est ça. Et quel serait le mot de la fin pour tous les auditeurs et auditrices, surtout ceux qui ont perdu un enfant? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Tu sais que j'en ai parlé à Michel hier, qui parle pas beaucoup, et je t'en ai parlé tout à l'heure, et je lui ai dit qu'est-ce que tu pourrais dire à des parents endeuillés, et il m'a dit la chose que je pourrais dire, c'est à force de faire, on fait. C'est-à-dire que pour faire les choses, il faut être en action. Parlez de votre enfant, puisque parler de votre enfant, c'est le remettre à sa place de vivant. C'est toutes ces petites choses-là. C'est, tu vois, j'aurais tellement de choses à dire. C'est parler de lui. Tu vois, quand il part et qu'il me dit maman, je reviens pas, ben moi j'ai envie de dire ok, tu reviens pas. Eh ben on va gérer, Mathéo. Et tu vas voir, on va sacrément bien y arriver. Voilà. On va parler. Puis t'as eu ce matin quand on a discuté, t'as eu un beau titre de ton futur livre quand même. Hein, je sais pas si ça va être ça, mais t'avais une belle phrase quand même. Tu peux nous la redire? Alors, c'est vrai que alors, il y a un truc aussi qui me fait puzzle, parce que comme Mathéo disait que la vie était un jeu, dans tout ce qu'il m'envoie, c'est des puzzles. Et c'est des choses à refaire, des choses à remettre en place. C'était en fait le titre, c'était peut-être T'inquiète, je reviens pas. Voilà. Parce qu'en fait, c'était quelque chose comme ça. Parce que T'inquiète, c'est pas la mort, il y a mort dedans. Même s'il me l'a dit de façon rigolote, il m'a dit oh, tu sais, je l'ai entendu vraiment. Ça a été T'inquiète, c'est pas la mort. Et moi, je lui ai répondu bah si, Mathéo. Je lui ai répondu ça en fait. Voilà. C'est normal. Donc c'est ça que je voulais dire. Et puis aussi une petite chose, c'est de se faire avec les fêtes de Noël qui vont arriver.
Ben, tu vois, moi, je suis pas du tout série, je suis pas du tout télé, tout ça. Et en fait, je me rends compte que souvent, quand je regarde une série ou une télé, eh bien, je vois Mathéo, en fait. Voilà. C'est des petites choses comme ça. J'aurais tellement de choses à dire, si tu savais. Ouais, mais il est dans ton cœur, il est dans notre cœur, il est bien présent, il sera toujours présent pour les futurs médiumnités publiques. Alors, dis-nous tout. Alors, justement, tes futures conférences, t'as qui en invité? Ouais. Ben, la prochaine fois, le 19 janvier, c'est Nathalie D'Angelo qui organise des salons divinatoires à Denonville. Et d'ailleurs, je vais faire ma première conférence publique, parler, témoigner avec Florence Trichet, que tu vas inviter bientôt. Donc, on sera toutes les deux. Oui, la semaine prochaine, ouais, tout à fait. Odo, une maman qui a perdu aussi ses enfants, 2 enfants. Et donc, on est invités toutes les 3. Et donc, en janvier, je te dis, c'est Nathalie D'Angelo, c'est Véronique Galli et c'est Denis Juinière. Et puis après, on a un site internet qui n'est pas très étoffé, mais il y a quand même le planning. Et les gens peuvent s'inscrire en avance en envoyant. Tout se fait par mail. En fait, au début, je m'étais dit, on va mettre sur ordinateur, les gens pourront prendre en ligne. Et en fait, tu sais, je disais ça aux gens l'autre jour et je pense que ça sera le mot de la fin, dans l'intention. En fait, je trouve ça super en fait que les gens s'inscrivent par mail et je leur dis quand vous êtes inscrits par mail, moi je vous réponds s'il y a de la place ou pas. Et s'il y a de la place, vous m'envoyez un chèque et je vous réponds quand j'ai reçu le chèque. Et là, en fait, tu te rends compte que les gens, quand ils envoient le chèque, ils prennent le temps de choisir un beau timbre où ils te mettent une jolie carte. Et tout ça, je les garde. Et je sais qu'un jour, ça fera un beau tableau parce qu'ils prennent rendez-vous avec leur défunt. Et même s'il ne vient pas pendant la séance de médiumnité, ils repartent avec le smile, parce qu'il faut savoir que dans les messages qui sont délivrés, il y a toujours quelque chose à prendre pour vous. C'est-à-dire qu'un message qui va être pour vous va aussi être pour le voisin d'à côté, par rapport à son parcours de vie. Il faut prendre de tout. C'est-à-dire que quand un défunt s'adresse à vous, il veut aussi s'adresser à beaucoup de gens. Et c'est ce qui se passe dans les médiumnités publiques et c'est ce qui est intéressant à voir, je trouve. Et toi aussi, tu viendras. Voilà. Ben oui, parce que nous, on se retrouve... Attends, je sais même plus la date. On se retrouve au mois d'octobre l'année prochaine, au mois de novembre l'année prochaine. Ouais, mois de novembre 2025. De toute façon, on repartagera ça, on remettra des publications, ouais. Alors, il faut savoir que moi, je fais pas beaucoup de médiumnité publique. J'en ai fait beaucoup par le passé. J'ai ralenti, voilà. Puis après, ben voilà, j'ai écrit 2 livres, j'en ai écrit un 3e, j'ai fait des oracles. Je suis aussi beaucoup dans ma campagne avec mes petites filles, mes enfants et tout. Je suis très casanière, mais c'est un grand plaisir de partager avec Christine Lamour en avril 2025 au sein de son association Sésame. Et ça sera un grand plaisir de partager avec toi en novembre au sein de ton association Cœur de Cristal. Et puis j'embrasse toutes les personnes qui nous écoutent, auditeurs, auditrices, tous les parents endeuillés. Et puis on va leur souhaiter à tous des belles fêtes de fin d'année. Dans l'amour. Des belles fêtes de fin d'année, de s'autoriser, de ne pas s'empêcher. À partir du moment où vous avez une idée en tête, faites-le. Si vous le faites pas en acte, faites-le en parole. Et puis en acte, c'est se mettre en mouvement, donc ça fait plaisir à notre défunt. Et en parole, ça veut dire parler d'eux, et ils adorent qu'on parle d'eux. Voilà. Exactement, ils adorent ça. En tout cas, je te remercie beaucoup, Pascaline. Ça a été un plaisir, vraiment, ça a été très émouvant, très touchant de partager avec toi ton parcours de vie et le parcours... Les arcs-en-ciel. Et puis, oui, les arcs-en-ciel, oui. Et je sais pas si tu as vu, ou tu regarderas après, parce que Tristan, c'est lui, je remercie mon loulou d'amour, mon mari, qui va faire le montage de cette vidéo. Oui. Et pendant toute la vidéo, tu as le portrait de Padre Pio qui est italien et qui a scintillé. Ouais. Et tu reverras le visage à scintiller pendant toute la vidéo. Et tu vois, quand on parle, je suis pas étonnée, quand on parle de rencontre, je connais pas Tristan, mais tu me parles beaucoup de lui. Et je sais ce qu'il fait comme travail. Tu m'as parlé d'Intermarché, en tout cas. Et sache que, après le départ de Mathéo, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était les publicités Intermarché qui sortaient. Je les trouvais pleines d'humanité. À chaque fois, ça racontait la perte de quelqu'un. Super beau. Avec des musiques magnifiques. Tu les regarderas tous. Peut-être mettre dans ton lien, il suffit de taper publicité Intermarché depuis 2022 et vous allez voir. Même si c'est une grosse boîte, ça me touche vraiment. C'est super ce qu'elle dit. Ça me touche. Il y a aussi beaucoup d'humanité.
Voilà, même si on parle de l'agroalimentaire, tout ça, voilà, Ouais. je pense que les personnes d'Intermarché qui ont demandé à faire ces postes-là sont des personnes accompagnées, voilà. Et je vous invite à regarder sur YouTube Publicité Intermarché depuis 2020 et vous allez voir, elles Oh, sont magnifiques, merci. magnifiques. Et ça me Oui. fait du bien de les regarder de temps en temps. Et c'était le clin d'œil pour Tristan que je ne connais pas. Et j'espère avoir un jour la joie de le serrer dans mes bras. Parce que j'imagine que si il est avec toi, c'est que c'est aussi quelqu'un de super, avec plein d'humour, parce que qu'est-ce que ça fait aussi du bien de rigoler. Moi, j'ai besoin de rigoler. Ah Et oui, je ça peux fait vous du dire bien. que des jours où je rigole pas assez, ben, j'ai découvert Insta et je mets des petites vidéos, je regarde des gens tomber et ça me fait rire. Et quand je trouve que je ne pleure pas assez, eh bien, j'écoute des chansons tristes, je pleure pendant 5 minutes et après, ça va beaucoup mieux. Toutes les Tu émotions sais ce sont qu'il me bonnes. dit, Le Tristan, pleur, des le fois? rire, Des fois, quand ça va pas, je suis vraiment fatiguée, ouais. j'ai envie de pleurer. Oh, il me dit, pleure, tu pisseras moins. Mais Et il me dit, mais oui, oui, non, mais vas-y, tu vois, oh. voilà. Et c'est pour ça, aucune culpabilité. Toutes les émotions sont bonnes. Acceptez-les, faites-en. Hein, voilà, Oui, voilà, faut contrôler tout ça. lâcher. En tout Voilà. cas, franchement, En j'ai tout été cas, ravie, mais franchement, j'ai été ravie de partager avec toi ce parcours. mm. J'embrasse très fort Mathéo de l'autre côté des étoiles parce que je sais qu'il est là, je sais qu'il est ravi de cet échange. Mm. Et je Euh, vais changer ma photo Facebook. oui, je t'avais dit ce matin, tu changes la Ouais, parce que photo. peut-être, ouais. Voilà, ça lui plaisait pas. Ma photo Facebook, en fait, c'est une photo de Mathéo qui est de dos, presque de dos, et il a dit à Karine que ça lui plaisait pas, qu'il voulait qu'on voit sa Voilà. tête de petit con. Voilà. Donc je vais le Même remettre de si t'as une profil. photo, alors j'ai envie de te dire, même si t'as une photo avec ta fille Rose, tous les deux, ça serait pas mal. Il y en a une déjà que j'ai mis hier sur Facebook qui est juste magnifique. Ah ouais, elle Voilà. est Ouais, magnifique. ouais, ouais. En Et il y tout en cas, a je plein t'embrasse d'autres. très fort. Et une J'embrasse pensée aussi à tous les frères et sœurs pour Noël qui ont perdu un frère et une sœur. C'est important. exactement. Voilà, J'embrasse complètement. très fort ta famille, Michel, Ouais, Rose, tes moi aussi. sœurs, euh, tout le monde qui t'entoure. J'ai trop hâte de partager avec toi à Rennes. En plus, on n'est pas loin parce que moi aussi, je suis dans les pays de la Mmh, Loire. Je pense qu'on est à 44-45 minutes. Je mmh, souhaite de belles fins d'année à tous. Et je mmh. souhaite que ce partage, ce témoignage aide les personnes qui ont perdu des enfants, petits ou grands, parce que c'est une blessure. Il faut pas oublier que, comme disait ma mère, elle dit notre cœur il est scindé en deux. C'est vrai que c'est une partie C'est en haut, une surtout partie en maman, tu as bas. perdu ton frère. Ouais. Ouais, voilà. Et je t'embrasse très fort. Et, Mmh. euh, et puis je te dis plein de belles choses. À bientôt et bon apéro pour ce soir parce que tu me dis que tu as un rituel avec ta famille. Voilà, le rituel, c'est-à-dire que c'était juste après j'arrête, c'est-à-dire que tous les vendredis soirs, on se retrouvait avec Mathéo et Rose. Hein. Voilà, il revenait de son école de commerce et on se retrouvait tous les vendredis soirs pour le week-end. Et quand il est parti, c'était le moment le plus terrible parce qu'on savait que chaque famille se retrouvait le vendredi soir comme on faisait avant. Et c'est quelque chose qui nous a manqué. Et Marie, ma sœur, m'a dit, tu sais quoi, on va continuer les apéros, on fera un apéro tous les vendredis soirs. Et après, quand on pouvait plus le vendredi soir, parce que tout le monde a son emploi du temps, on a décidé de faire ça en semaine. Et le fait de faire un apéro en semaine, alors qu'il y a le boulot le lendemain, je peux vous dire que ça vous coupe la semaine et c'est chouette. Eh bien, je peux vous assurer que d'avoir maintenu ces rituels, parce que les rituels sont tellement importants. Et je parle là de Christelle Dubois qui a sorti un super bouquin sur les rituels que je vous conseille. Et bien, on n'a jamais loupé un seul apéro. Et maintenant, l'apéro, c'est plus le vendredi soir, parce que maintenant, ça nous fait plus peur les vendredis soirs. On peut le faire tout seul. Voilà. Ouais. C'est plus le mardi, mais c'est tous les jeudis. Et ce soir, il y a apéro. Voilà. Et apéro, puis vous allez content. réécouter ce magnifique témoignage, en tout cas de toi, Pascaline, et Ouais, puis de Mathéo, parce que qui était bien ouais, présent. Et en tout ouais. cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine interview sur ma chaîne YouTube Déployez vos ailes. Ça sera Florence Trichet, présidente de l'association Filles à Fleur d'âme, qui a aussi perdu sa fille, enfin perdu, j'aime pas ce mot-là, mais qui est partie de l'autre côté du voile. Et après, il y aura plein d'autres invités. J'ai mis le programme sur mon Facebook. Et puis voilà, likez, commentez, abonnez-vous. Et je vous dis, prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis, à bientôt.